Soyez les bienvenus en Guyane française, précisément à Kourou, port spatial européen. Vous allez assister au vol 197, décollage dans moins d'un quart d'heure. Et en votre compagnie pour le commentaire français, Antoine Courtois et Thierry Bouvard pour ce 4e vol de l'année 2010, 53e vol d'une Ariane 5. Une Ariane 5 ECA qui va mettre à poste 2 passagers, l'européen W3B et le japonais BSAT-3B qui sont tous les deux des satellites de télécommunication. Nous sommes actuellement dans la salle Jupiter située à 13 km du lanceur. Je vous propose d'entendre dès à présent Jean-Yves Le Gall qui nous précise les enjeux du vol de ce soir. Bonsoir. Eh bien, 4e lancement de l'année pour Ariane Espace avec Ariane 5 ECA. Et ce soir, donc, une mise en orbite de 2 satellites pour 2 clients historiques d'Ariane Espace. Tout d'abord, bien sûr, Eutelsat avec W3B. Et W3B sera le 25e satellite qu'Ariane Espace lancera pour le compte d'Eutelsat. Et puis BSAT-3B, qui appartient à l'opérateur japonais BSAT, et ça sera le 7e satellite que nous lancerons pour BSAT et aussi la 40e plateforme lancée par Ariane pour le compte de Lockheed Martin. Donc vous voyez une année qui se poursuit, je dirais, comme elle a commencé, avec les 3 lancements d'Ariane 5 que nous avons fait auparavant, qui ont tous été 3 lancements parfaits, donc déjà 6 satellites en orbite, et avec les 2 satellites de ce soir, eh bien, si tout va bien, nous aurons 8 satellites en orbite. Et nous en avons besoin parce qu'il y a encore un programme très chargé d'ici la fin de l'année, avec 2 autres lancements d'Ariane 5 qui sont prévus. Et l'objectif d'Ariane Espace est donc de faire un total de 6 lancements d'Ariane 5 cette année, auquel il faut ajouter le lancement de Soyuz que nous avons fait la semaine dernière, puisque nous avons lancé depuis Baïkonour 6 satellites Global Star 2, et là encore un lancement parfait. Mais sans plus attendre, je vous laisse regarder ce nouveau lancement d'Ariane 5 ECA, W3B, BSAT-3B. Antoine, dans cette chronologie négative, nous nous intéressons tout particulièrement au tableau des verts à gauche de notre écran. Il s'agit d'une synthèse visuelle qui reflète en temps réel différents paramètres concernant les passagers, le lanceur et les moyens mis en œuvre pour le lancement. La couleur verte indique que le moyen concerné est disponible. En cas de passage au rouge d'un seul de ces paramètres, l'entrée en séquence synchronisée est suspendue. Une fois l'interrogation levée par les équipes, cette séquence peut démarrer en vue du décollage. Et on surveille entre autres la météo. Ce sont 2 familles de paramètres qui sont étudiés. Si les risques de foudroiement, les vents au sol et bien sûr en altitude peuvent appeler une suspension de vol, en revanche, il faut préciser que la pluie, elle, ne constitue pas un problème. Le tout dernier point météo aura lieu dans quelques instants, 10 minutes avant le décollage. Le précédent a eu lieu à H0 moins 20 minutes. Exact. Et la tendance était satisfaisante. Nous découvrons la cellule de vol ici en salle Jupiter avec à sa tête Jean-Yves Le Gall. Et ce soir, il est accompagné de Patrick Loire, le directeur d'établissement d'Ariane Espace en Guyane, ainsi que d'Édouard Pérez, le directeur technique central pour Ariane Espace, et de Michel Aymar, le directeur des lanceurs pour le CNES. Alors ce sont ces personnes qui décident, en cas d'événement particulier, de la poursuite des opérations ou d'un éventuel report de lancement. Et les différentes équipes mobilisées pour le lancement leur fournissent en temps réel les éléments nécessaires à une bonne appréciation de la situation et leur permet d'agir en conséquence. En cas d'arrêt de chronologie, précisons-le, l'équipe directement impliquée les alimente en éléments décisionnels, mais tout le monde reste mobilisé en vue, bien entendu, d'une reprise. Patrick Lucet est le Coel ce soir. Il nous présente en détail la campagne lanceur. Chaque campagne réunit ici à Kourou, pour 6 semaines au moins, les équipes Ariane Espace, celles des industriels lanceurs et sol, au service des équipes clients et de celles des constructeurs de leurs satellites. La mobilisation de chacun et l'adaptation aux contraintes techniques sont le gage de la réussite de chaque mission qui débute, rappelons-le, dès la signature du contrat. Il arrive parfois que des difficultés techniques nécessitent une adaptation du plan d'opération établi à l'avance afin de maintenir les objectifs calendaires de la fin de la campagne. La réalisation des opérations dans un délai court nécessite une équipe motivée et déterminée. La réussite d'une campagne de lancement repose sur un engagement de chacun qui donne le meilleur de ses compétences professionnelles pour remplir le cahier des charges et parfois faire face à l'imprévu, un engagement de tous les instants. Dans ce contexte, l'engagement et la réactivité de chacun est un facteur déterminant de la réussite commune.
Une campagne illustre parfaitement bien la devise d'Arianespace, service et solutions. Moment important, la sortie du bâtiment d'assemblage final. Première apparition publique d'Ariane pour ce vol 197, 53e vol d'une Ariane 5. Elle a été autorisée à rejoindre sa zone de lancement à l'issue d'une ultime revue de campagne. Lors de cette réunion, l'ensemble des équipes, notamment lanceurs, moyens au sol et satellites, valident l'aptitude au lancement. C'est au BAF que le lanceur a rencontré ses passagers. Pendant une quinzaine de jours, les dernières phases d'intégration et de contrôle ont été menées par les équipes. Après plusieurs semaines d'efforts en commun, tous restent mobilisés dans l'attente du décollage de ce soir. Très patiente sur sa zone de lancement Ariane 5 ECA et puis en salle Jupiter, les chefs de projet satellite, ils constituent l'interface entre le client et Arianespace et ce, dès la signature du contrat. Pour le client européen W3B, il s'agit de Pierre-Yves Bertin. Et Luca Kiekio est le chef de projet pour BSAT 3B, un fidèle client japonais. Ils sont accompagnés ici en salle Jupiter de leurs homologues chez Eutelsat ainsi que pour BSAT. Restons en salle Jupiter justement. Le chef de mission ce soir, c'est Philippe Roland. Il est accompagné du chef d'orchestre de la soirée, le directeur des opérations. Ce soir, il s'agit d'Antoine Guillaume. On peut dire que c'est le DDO qui donne le tempo de cette chronologie. Il travaille très en amont et assure la préparation, la planification et la coordination des opérations de campagne jusqu'au lancement et à la mise à poste des charges utiles. Quelle est la performance demandée ce soir à Ariane 5 ? C'est un vol double, ce sont plus de 8 tonnes d'œufs au total qui sont installés sous la coiffe. À tous de DDO, attention pour la séquence finale lanceur. Top. H0 moins 7 minutes. Tout est au vert, on vient de l'entendre, a priori, tout est au vert. Donc le DDO vient d'annoncer le début de la séquence synchronisée. Un mot très rapidement de la fenêtre, elle est assez longue ce soir, la fenêtre de lancement. Nous avons la possibilité de lancer durant 1h10. Alors cette séquence synchronisée, il faut bien le dire, si on a un rouge, il va falloir revenir à ces moins 7 minutes. Il s'agit d'une séquence automatique au cours de laquelle le lanceur prend de plus en plus d'autonomie. Les compléments de plein s'achèvent et les réservoirs vont être mis en pression. Toutes les alimentations électriques qui venaient du sol seront alors suspendues et c'est Ariane 5 qui se suffira à elle-même. Enfin, les différentes barrières de sécurité vont être levées et l'ordinateur de bord prendra la main juste avant le décollage. Des opérations, on le voit, nombreuses qui nécessitent ce retour justement à moins 7 minutes en cas d'arrêt. C'est la durée minimale requise pour effectuer toutes ces tâches avec les différents contrôles aboutissant aux ordres d'allumage et au décollage. Cette séquence automatique est conduite par 2 calculateurs qui sont situés dans le centre de lancement où se trouvent les équipes du COEL et du CEPAP. Ce ne sont pas moins de 150 personnes qui travaillent actuellement dans un bâtiment blindé qui est situé à environ 3 km de la zone de lancement Ariane 5. On a vu le CDL3 où les équipes travaillent, responsabilité du COEL Patrick Lucet ce soir et Marc Roy qui le CEPAP. Sans oublier bien sûr la chef qualité campagne de lancement Marilène Matonnet. On a vu il y a peu la sortie du bâtiment d'assemblage final, quelques données chiffrées concernant la table afin d'appréhender le gigantisme de ces installations. La table pèse un peu plus que le lanceur, 800 tonnes environ. C'est un ouvrage mécanique tractable sur lequel est installé le mât qui culmine à 57 mètres. Sur ce mât, les ombilicaux et les bras cryotechniques. Ariane 5 est érigée sur cette table et elles ne vont pas se quitter seulement au moment du décollage. Un déplacement sous haute surveillance. 3 km à parcourir à vitesse très lente, 4 km/h environ pour ne pas mettre les passagers et le lanceur en difficulté. C'est un camion qui tracte cet ensemble de près de 1800 tonnes. La sortie du BAF est toujours un moment très apprécié et très suivi ici au centre spatial guyanais. Nous allons découvrir dans le détail le lanceur de ce soir. Il s'agit, je vous le disais, de la version la plus lourde, la plus puissante qu'Arianespace utilise pour ses lancements doubles. Elle est constituée des EAP que l'on voit sur les côtés du lanceur, 277 tonnes chacun, dont 240 tonnes de propergol solide. Ce sont les équipes d'Europropulsion qui les réalisent. L'étage principal cryotechnique d'une masse de 188 tonnes, dont 174 d'hydrogène et d'oxygène liquide. La fabrication est assurée par Astrium ST au Muro. Juste au-dessus, l'étage supérieur cryotechnique, 4 tonnes 5 et 14 tonnes et demie d'hydrogène et d'oxygène liquide. Là encore, c'est assuré par Astrium, mais en Allemagne.
Un mot de la séquence synchronisée qui est toujours en cours. La datation précise du H0, l'instant d'allumage du moteur Vulcain, va être chargée dans l'ordinateur de bord à moins 3 minutes. L'allumage effectué, il y aura une vérification des paramètres moteurs. Et après validation, l'ordre d'allumage des EAP est donné et le décollage aura lieu à H0 plus 7 secondes. On ne prend jamais de risque, on vérifie et revérifie. Le vol va durer une cinquantaine de minutes jusqu'à la passivation des derniers éléments du lanceur. Le premier satellite largué sera le plus lourd ce soir, W3B, puis ce sera le tour de BSat 3B. Il y aura une dizaine de minutes entre les deux séparations. On reviendra en détail sur la passivation, puisque effectivement ce qui reste du composite va continuer sa route et va être purgé, mais on n'en est pas encore là. Nous allons découvrir les passagers du soir, des habitués des services d'Arianespace. W3B est le 25e satellite confié par Eutelsat en plus de 25 ans à Arianespace. Il est dédié à la télé numérique et à l'internet haut débit pour l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Il a une durée de vie de 15 ans, 53 répéteurs en bande KU et 3 en bande KA. BSat 3B, lui, est un satellite pour la télévision haute définition qui desservira tout l'archipel du Japon pour une durée de 15 ans également. Il s'agit là du 7e passager confié par BSat et de la 40e plateforme Lockheed Martin lancée par Arianespace. Il est doté de 12 canaux en bande KU, dont 8 fonctionnent simultanément. Précisons que ces deux satellites sont stabilisés sur 3 axes. Ariane 5 patiente toujours sur sa zone de lancement. Tous les paramètres sont au vert ici en salle Jupiter. Dans quelques minutes, nous allons assister au décollage de ce vol 197. Nous évoquions tout à l'heure le lien entre le lanceur et le sol. Un mot des bras cryotechniques ? Ils permettent l'avitaillement en ergol cryogénique de l'ESC. L'oxygène liquide est à moins 183 degrés et l'hydrogène liquide à moins 253 degrés. L'essentiel constitue à maintenir le niveau optimum des réservoirs jusqu'au décollage. À H0 moins 6 secondes, ils vont se rétracter et revenir contre le mât de la table de lancement. Les interfaces constituées par des plaques à clapet vont se dégonder sous la traction des bras et toujours à H0 moins 6 secondes, les allumeurs de mise en froid seront activés au niveau du divergent du moteur Vulcain. Ces deux opérations, qui sont quasi simultanées, constituent une des phases irréversibles de cette séquence synchronisée. Dans quelques instants, le DDO va annoncer le H0 moins 1 minute. Le lanceur est de plus en plus autonome. Dans cette fin de séquence synchronisée, les équipements électriques seront commutés sur les alimentations du bord. Il y aura aussi ouverture des vannes des réservoirs hydrauliques permettant l'alimentation des organes de pilotage. Enfin, les deux calculateurs situés dans le CDL3 vont passer la main à l'ordinateur de bord. À tous de DDO, attention pour moins 1 minute. Top. H0 moins 1 minute. Dernière minute avant le lancement, saluons les téléspectateurs de Guyane, mais aussi à Évry, au Mureau. Chez nos partenaires en Allemagne, Belgique, Suisse, Portugal, Espagne, Danemark et en Italie. Et c'est l'occasion de saluer la mémoire d'Orazio Ragni, PDG d'Avio récemment disparu. Et une pensée également, bien entendu, pour les constructeurs des deux satellites. Salutations également aux internautes qui nous ont rejoints sur arianespace.com ainsi qu'à la famille Bacalao. Un décollage, c'est toujours un moment très fort. On se tait, on se retrouve dans quelques instants. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Les paramètres de bord sont normaux, a déclaré le DDO. Vous l'avez vu, c'est toujours très impressionnant. Un
décollage d'Ariane 5 ici dans la nuit guyanaise. On va voir si le plafond le permet, combien de temps nous allons pouvoir suivre le lanceur. En bas à gauche va apparaître maintenant, alors qu'on surveillait les verts tout à l'heure, eh bien apparaît maintenant une courbe et puis des données de vol. En bas à gauche de l'écran, les indications de vitesse en kilomètres par seconde ainsi que d'altitude en kilomètres. Quant à la courbe, elle représente la trajectoire idéale pour cette mission et le pointeur qui se déplace matérialise la position en temps réel du lanceur et de ses passagers. Justement, quels sont les paramètres de mise à poste des satellites ce soir ? W3B a une altitude de 1187 km et a une vitesse de plus de 8,9 km par seconde. BSAT 3B, quant à lui, une altitude de 3354 km à une vitesse de 7,5 km par seconde. Près de 10 minutes entre les deux largages. Dans quelques instants, la séparation des EAP, ils ont contribué à 90% de la poussée dès le décollage. On rappelle que la poussée totale est de 1500 tonnes. Et on va le voir, tout ce qui ne sert plus ne doit pas constituer un poids mort pour le lanceur, donc on s'en sépare. En 130 secondes, les 480 tonnes de propergol solide sont consommées. Reste près de 72 tonnes que l'on va séparer et éloigner du lanceur. On utilise des découpes pyrotechniques ainsi que des fusées d'éloignement. Il y a 4 découpes pour la séparation des EAP et ce sont 8 fusées pour chacun qui les éloignent. Les EAP sont ensuite entaillées suivant 2 génératrices afin d'assurer leur immersion une fois retombées dans l'océan Atlantique. Précisons que ces EAP sont le fruit d'une parfaite coopération, Allemagne, Italie, Belgique et France, et qu'une partie de ces ensembles est réalisée ici même en Guyane. Séparation des EAP. Le DDO vient d'annoncer la séparation EAP. Le lanceur affiche à présent une masse de 176 tonnes contre 780 au décollage. La poussée est assurée par le seul EPC qui travaille pendant une durée de 8 minutes 50. L'EPC sera lui aussi largué une fois sa tâche accomplie. Les satellites sont protégés par la coiffe en ce moment, une coque en matériaux composites. L'atmosphère à l'intérieur de la coiffe est climatisée et pressurisée. Rappelons que cette coiffe, fabriquée par les Suisses de RUAG, a protégé les charges utiles pendant la traversée de l'atmosphère et que sa forme effilée améliore l'aérodynamisme du lanceur. Cependant, lorsque l'on dépasse les couches denses de l'atmosphère et au-delà des 100 km d'altitude, plus de frottement, plus de risque, alors on largue. Séparation de la coiffe. Et on largue la coiffe et c'est fait. Ce qui reste du lanceur fait 158 tonnes, il n'y a pas encore 4 minutes de vol et pourtant la masse restante est quasiment 5 fois moins importante qu'au départ. On revient justement sur les vitesses. Alors, le lanceur est actuellement à 2,3 km par seconde. On est à Mach 7. Imaginez, Concorde, c'était Mach 2 au maximum. Effectivement. Ces données font partie de presque 1 millier de paramètres qui sont collectés lors du vol et 150 d'entre eux sont exploités pendant le vol. Tout est centralisé à la montagne des Pères et ce sera le travail de la télémesure de suivre ce vol. Justement, ensuite, on reviendra sur la mémoire de vol que cela constitue. Un coup d'œil à l'activité du spatial européen et Arianespace, ce sont les news. Le 4 août, Arianespace a réussi la mise en orbite de Nilsat 201 pour l'Égypte et Rascomcaf 1R pour une alliance panafricaine, 2 satellites fabriqués par Thales Alenia Space. Cette 3e mission de l'année constitue le 38e succès consécutif pour Ariane 5. 19 octobre, Baïkonour, lancement réussi d'un Soyouz avec à son bord les 6 premiers satellites de la constellation Global Star nouvelle génération. Il s'agit de 24 satellites dédiés à Internet haut débit, confiés à Arianespace et sa filiale Starsem. Toujours au mois d'août, Arianespace a signé un accord pour le lancement depuis Kourou en 2011 d'Intelsat 20. D'une masse de 5 tonnes 8, construit par Space System Loral, ce satellite va remplacer les satellites Intelsat 7 et Intelsat 10. C'est en août également que l'organisation indienne de recherche spatiale, l'ISRO, a retenu Arianespace pour le lancement de GSAT-10 l'an prochain. Il s'agira du 15e satellite ISRO mis en orbite par Arianespace. EUMETSAT, l'organisation européenne de satellites météorologiques, a désigné le mois dernier Arianespace pour le lancement de METOPS. D'une masse de 4 tonnes 2 construit par Astrium, ce satellite est le 13e passager EUMETSAT pour Arianespace. Il sera injecté sur une orbite polaire par un Soyouz en 2016. Toujours en septembre, l'Agence spatiale européenne et Arianespace ont signé le contrat de lancement du tout premier Vega. Arianespace a par ailleurs confié à ELV la livraison de 5 autres lanceurs légers après celui du vol de qualification.
Le site Soyouz poursuit son développement à Sinnamary, à 13 km au nord de la zone de lancement Ariane 5. Le portique notamment est en voie d'achèvement. D'une hauteur de 52 mètres, il accueille le lanceur russe et est retiré peu de temps avant le lancement à une distance de 80 mètres. Ce nouveau site de lancement sera pleinement opérationnel à compter d'avril 2011. 11 octobre, Évry, les industriels des programmes Ariane 5, Soyouz et Vega sont réunis à l'initiative d'Ariane Espace. Cette réunion a permis de préciser les objectifs de chacun pour 2011, qui verra pour la première fois la gamme complète des 3 lanceurs sur les installations du Centre spatial guyanais. Septembre à Paris, la World Satellite Business Week. En présence de la ministre Anne-Marie Idrac, Ariane Espace a annoncé un carnet de commandes bien fourni. 32 satellites sont à lancer par Ariane 5, auxquels il faut ajouter 6 cargos ATV en direction de l'ISS et 17 lancements Soyouz. Ariane Espace Japan Week, c'était début octobre. Le Japon constitue l'un des partenaires majeurs et historiques d'Ariane Espace. Depuis 1989, pas moins de 27 passagers japonais ont été lancés par les Européens. Vol 197 normal, comme le confirme la courbe. Le lanceur et ses passagers ne sont jamais laissés seuls. Dès le lancement, des stations se relaient afin de collecter les données de vol. Il y a 4 stations qui vont se succéder. Natal au Brésil, Ascension au milieu de l'océan Atlantique, Libreville au Gabon et Malindi au Kenya. Nous découvrons à présent le déroulement de la campagne satellite. C'est en compagnie de Philippe Bertrand. Les équipes Eutelsat et Thales Alenia Space sont ici en Guyane comme chez elles. Voilà 25 ans qu'elles confient des satellites à Ariane Espace. Des liens bien utiles lorsqu'il faut faire face à une campagne particulièrement dense. En ce qui concerne la campagne faite pour W3V Eutelsat par le constructeur Thales, l'opération a été faite d'une façon très globale et compacte en travaillant en 3-8 avec des équipes très denses, doublées. Autre constructeur, Lockheed Martin pour BSAT 3B. Et autre lien de longue date, Lockheed Martin qui peut compter sur ses interlocuteurs, notamment au niveau de la base de lancement, pour mener à bien sa mission dans le respect de ses exigences. Et au contraire, côté Lockheed Martin, qui est donc l'industriel qui va lancer BSAT au profit de la compagnie japonaise BSAT, la campagne s'est déroulée en 2 parties avec des professionnels qui viennent ici, qui connaissent nos installations de A à Z et qui sont ici pratiquement comme chez eux et qui n'ont aucun souci pour s'adapter au planning de notre lancement. Chaque satellite, chaque lancement présente donc des particularités avec lesquelles il faut compter, et ce dans le respect d'un calendrier. Et pour Ariane Espace, le savoir-faire ne rime pas avec routine. Le PC arrive en fin de parcours et il aura consommé 174 tonnes d'ergols liquides. C'est un cylindre de plus de 5 mètres de diamètre, équipé d'un moteur Vulcain 2 qui développe une poussée dans le vide de 140 tonnes environ. Il est alimenté par 2 turbopompes dont la puissance pour la partie hydrogène est équivalente à celle développée par 2 TGV. Séparation de l'étage principal cryotechnique. EPC largué, le lanceur fait maintenant 28 tonnes. Sa hauteur initiale était d'une 50aine de mètres. Après 9 minutes de vol, on s'est débarrassé de la moitié de sa hauteur. C'est maintenant le SCA qui prend le relais. On retrouve les mêmes ergols liquides que pour l'EPC. Le SCA assure la plus longue phase de travail. Il va pousser près de 16 minutes. Justement, un mot de sa poussée. Sa poussée dans le vide est de l'ordre de 6 tonnes et demie. On constate que les poussées suivant les étages sont de moins en moins puissantes. Au départ, il faut beaucoup d'énergie afin de se libérer de la gravité terrestre. Ensuite, il s'agit surtout d'une course de fond. On est actuellement à 210 km d'altitude et dans ces couches, pas besoin de développer trop d'énergie. En fin de mission, ce sont les stations des clients qui vont s'affairer pour activer les satellites, effectuer les différents tests de fonctionnement avant de les mettre au travail pour une période de 15 ans. W3B, ce seront les stations de Pretoria en Afrique du Sud, mais également d'Assan en Inde. Et pour BSAT 3B, Urala en Australie et Alpha Station dans le New Jersey. Nous allons revenir à présent sur les 25 années de collaboration entre Eutelsat et Ariane Espace. Tout avait débuté en 1983. Proposer un service de lancement efficace, c'est se mobiliser afin de satisfaire les attentes du client. Dans le cas de W3B, le calendrier était particulièrement ramassé. La campagne a nécessité le travail en 3-8 des différentes équipes.
D'une campagne à l'autre, les choses changent, les gens changent et même avec un constructeur donné, un opérateur donné, une campagne n'est jamais semblable à la précédente. Pour W3B, Eutelsat a fait appel à Arianespace très peu de temps avant la date de lancement. Le cycle d'analyse de mission s'est déroulé de manière accélérée pour finalement aboutir à un lancement 9 mois après la date de la signature du contrat, ce qui est exceptionnel. Les impératifs de planning ont été tenus avec des résultats très satisfaisants. Cela n'est guère surprenant quand l'on connaît la relation historique qui unit Eutelsat et Arianespace. Tout a commencé le 16 juin 1983 avec le lancement d'ECS-1. Les années qui passent forment les duos efficaces. Les 25 ans, c'est 70% de la flotte d'Eutelsat qui a été lancée par Arianespace, ce qui représente en moyenne un lancement par an. W3B représente pour Eutelsat un nouveau défi avec pour mission de renouveler et d'accroître nos capacités à la position phare de 16 degrés qui est parmi les plus dynamiques. W3B remplacera 3 satellites et il aura pour mission de couvrir l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'aventure spatiale est avant toute chose une grande mobilisation humaine. Les compagnies qui confient leurs satellites, mais également les constructeurs, tous les industriels européens engagés dans le programme Ariane 5, cela représente près de 10 000 personnes. Sans oublier les équipes ici à Kourou pour assurer la campagne jusqu'à la fin du vol. Là, ce sont 1500 personnes qui travaillent au quotidien sur le centre spatial guyanais, un centre spatial qui va accueillir prochainement 2 nouveaux lanceurs courant de l'année prochaine. Ceci permettra à Arianespace d'offrir une gamme de lanceurs complète et en adéquation avec les différentes masses de satellites à mettre à poste. Ces lanceurs, ce sera le petit dernier de la gamme, le plus léger, l'italien Vega, mais également le russe Soyuz. W3B est une réalisation Thales Alenia Space. On découvre le détail du projet. Quel grand jour pour nous tous. C'est en effet une étape majeure pour W3B et la société Thales Alenia Space tout entière est heureuse d'y participer. Eutelsat est une société orientée vers l'avenir, avec laquelle nous sommes fiers de coopérer pour ce projet majeur. W3B va rejoindre la flotte des autres satellites. Il sera posté à 16 degrés Est, d'où il émettra en bande KA et KU. Sa conception est novatrice et il pourra aussi émettre depuis des positions à 7, 10 et 36 degrés Est, ce qui lui donne une souplesse d'utilisation inégalée en multimission. W3B est le 18e satellite que nous avons construit pour Eutelsat. W3C et W6A suivront. Nos équipes ont appris à travailler ensemble et s'investiront pour que perdure cette coopération sur le long terme. Cette campagne a été remarquable. Félicitations à tous. Nous souhaitons un grand succès à Eutelsat et à vos clients. Bonne chance W3B et merci à tous. Antoine, nous évoquions les 2 lanceurs attendus ici, notamment Vega, l'italien. Ce sera le petit dernier et le plus léger de la gamme. Il mesure une trentaine de mètres de hauteur. C'est un lanceur à 4 étages d'une masse de près de 137 tonnes. Il peut mettre à poste jusqu'à près d'1,5 tonne en orbite basse. Est-ce que parmi ces étages, on retrouve des éléments communs à Ariane 5 ? En partie. Les 3 premiers sont des étages à propergol solide, comme le sont les EAP d'Ariane 5. Le 4e est, lui, un moteur à ergol liquide dit stockable, une combinaison de peroxyde d'azote et dérivés d'hydrazine. La parole à présent à Michel de Rosen, qui préside Eutelsat. Le lancement de W3B ce soir constitue un grand pas en avant pour Eutelsat et son programme d'expansion. C'est le premier des 7 satellites qui viendront rejoindre notre flotte d'ici début 2013, ce qui permettra de poursuivre la croissance de nos activités. C'est encore une preuve de la volonté d'Eutelsat de renouveler et d'augmenter ses ressources à une position orbitale qui, depuis longtemps, dessert des marchés particulièrement dynamiques. La position de W3B à 16 degrés Est se trouve dans le voisinage le plus attrayant pour les services de télévision numérique en Europe centrale et au-dessus de l'océan Indien.
Pourquoi cette stratégie? Eh bien, c'est justement parce que depuis cette position, il y a déjà plus de 350 canaux qui diffusent vers 11 millions de foyers. Grâce à W3B, nous nous engageons à fournir à notre clientèle d'Europe centrale de nouvelles ressources avec une capacité et une performance accrue. Mais cela ne nous suffit pas. Nous allons continuer à augmenter le potentiel de notre activité à toutes nos positions orbitales, y compris à 16 degrés Est. C'est pour cela que notre satellite propose une largeur de bande nouvelle, ainsi que de la couverture du continent africain, qui aura de plus en plus besoin de satellites pour son développement économique et social. W3B constitue un immense pas en avant pour la position à 16 degrés Est. Grâce à notre programme d'expansion, nous allons capturer des nouveaux marchés de vidéotransmission, de télécommunications et de services à très haut débit. C'est encore une fois une belle démonstration de notre excellente coopération avec nos partenaires industriels, Thales Alenia Space et Arianespace. Nous travaillons tous ensemble sur des programmes sophistiqués, exigeants et passionnants. Regardons ensemble le lancement de ce soir. Autre lanceur très attendu en Guyane, Antoine, le mythique lanceur russe Soyouz, la cinquantaine bien passée, une fiabilité affirmée et en venant en Guyane, des performances accrues. Soyouz fonctionne à l'oxygène liquide et au kérosène. 1762 lancements avec un fort taux de réussite. Le dernier vol date du 19 octobre, c'était Globalstar New Generation. Et quand il embarque 1,8 tonne à Baïkonour, il peut ici, non loin de l'équateur, avec la même puissance, convoyer des charges de près de 3 tonnes. Globalstar, qui est une constellation donc, de satellites, il y aura d'autres lancements par Arianespace et Starsem. On détaille à présent le deuxième passager du jour. Si BSAT 3B est le 7e satellite BSAT pour Arianespace, il s'agit de la 40e plateforme conçue et réalisée par Lockheed Martin et confiée aux lanceurs européens. Des habitués qui attendent avec impatience le moment du décollage. Un lancement est un processus continu qui débute dès la signature du contrat et qui s'achève au lancement. Toutes les phases de ce processus sont nécessaires et importantes, mais très clairement, l'événement le plus passionnant reste le lancement, car c'est l'aboutissement de tout le travail des équipes. Lockheed Martin, une référence spatiale. En 52 ans, pas moins de 900 satellites mis sur orbite. Le constructeur américain est de plus présent de longue date sur le site de Kourou, ce qui fait de lui certainement l'un des meilleurs alliés de l'essor du spatial européen. Lockheed Martin a toujours investi dans la conception et le développement de nouvelles technologies. Cela permet de garantir à nos clients des solutions techniques adaptées et les plus économiques. BSAT 3B est le deuxième satellite construit par Lockheed Martin sur une plateforme A2100. Conçu pour la société BSAT, il fournira de la télévision directe haute définition pour le Japon. L'arrivée des deux lanceurs que nous évoquons ici en Guyane a nécessité la création de structures au sol adaptées, des chantiers de longue haleine. Pour Vega, il a fallu créer principalement une zone de lancement et un portique sur le site de l'ancien ensemble de lancement numéro 1. Ces structures sont situées à environ 2 km de la zone de lancement Ariane 5. Et il a fallu concevoir le lanceur lui-même. Le programme Vega est un programme européen sous la tutelle de l'ESA. Les équipes de LV et un consortium alliant Avio et l'agence spatiale italienne ont développé ce lanceur léger. Émanant initialement de la seule Italie en 1988, le partenariat européen a ensuite été entériné en 2000. On découvre plus avant les caractéristiques du satellite BSAT 3B, second passager du soir. Le contrôle des satellites de télédiffusion se fait depuis le centre de contrôle principal de Kawaguchi, Saitama, et depuis le centre de secours de Kimitsu, Chiba. Les satellites sont sous contrôle permanent, 24 heures par jour. Pour assurer une réception stable, les opérateurs observent en permanence les satellites et leur position orbitale.
Les signaux envoyés par les diffuseurs de programmes sont envoyés aux satellites depuis les centres d'émission. Ces centres sont situés à Shibuya, près de Tokyo, et à Shobomachi, dans la région de Saitama, à 50 km de Shibuya. En cas d'atténuation du signal dû à de fortes précipitations, il est possible de commuter instantanément d'un centre à l'autre. Le lancement de BSAT 3B est prévu fin 2010 et celui de BSAT 3C l'année suivante. Grâce à ces deux satellites, la société BSAT pourra offrir à sa clientèle un plus grand nombre de canaux et une technologie plus avancée. Sécurité et fiabilité, telle est la devise de la société BSAT, qui, en coopération avec les diffuseurs de programmes, continuera de s'investir en termes humains et financiers pour pérenniser la croissance de la télédiffusion par satellite. Pour Soyouz, le chantier a été ni plus ni moins que pharaonique. Il a fallu littéralement arracher un site à la forêt guyanaise, des infrastructures et un lanceur qu'il a fallu par ailleurs qualifier aux normes européennes très exigeantes. 27 mai 2003, c'est la décision de la venue de Soyouz en Guyane. Premier coup de pelleteuse en février 2007 à Sinamari, situé à une douzaine de kilomètres au nord de la zone de lancement Ariane 5. Il a fallu bâtir un centre de lancement, un bâtiment d'assemblage, les structures d'alimentation en ergol ainsi que le portique. Précisons que Soyouz en Guyane procédera à l'intégration du composite supérieur sur la partie supérieure donc, du lanceur à la verticale, contrairement à ce qui se fait à Baïkonour. D'autre part, tous ces bâtiments ainsi que le lanceur russe ont été validés suivant les exigences européennes de qualité et de sécurité. Le portique la zone de lancement même sera livrée dès avril 2011. Le détail de la mission Lockheed Martin, c'est en compagnie de Joseph Rickers. Bonjour, je m'appelle Joseph Rickers, président de Commercial Space Systems. Je suis très fier d'être parmi vous ce soir pour assister au lancement du satellite BSAT 3B. Je voudrais remercier tout particulièrement notre client BSAT 3B qui nous a confié cette mission dont le succès est pour lui extrêmement important. BSAT 3B sera le 37e satellite commercial de type A2100 que nous aurons livré pour nos clients du monde entier. Tous les satellites de ce type ayant atteint leur orbite continuent aujourd'hui d'assurer leur mission avec succès. Ce taux de succès remarquable est dû à la compétence et à l'engagement exceptionnel des équipes de Lockheed Martin. Nos clients reconnaissent aujourd'hui le niveau exceptionnel de la compétence et du soutien commercial qu'apporte la société Lockheed Martin. L'excellence dont cette société a fait preuve au cours des 50 dernières années reste d'ailleurs inégalée à ce jour. Je suis persuadé que grâce aux efforts de tous ceux qui ont préparé ce lancement, nous allons remplir notre objectif et offrir ce soir un nouveau succès à notre client. Et pour conclure, ces simples mots, Go Ariane 5, Go A2100 and Go BSAT 3B. Pendant ce sujet, le lanceur est passé sous le contrôle de la station de Malindi au Kenya, la dernière à le suivre pour ce vol. Nous allons rentrer dans la phase balistique, ultime étape avant les mises à poste des satellites. L'ESC va être éteint, mais il ne sera pas pour autant largué. Le lanceur va continuer sur son inertie. Cette période balistique va durer environ 13 minutes et ce qui reste du composite sera mis sur les attitudes demandées, aux vitesses requises et dans l'orientation exigée par la mission. Maintenant, précisons que le composite supérieur présente une masse de 13 tonnes et demie sur les 780 au décollage. Précisons également que le dépôt optimal de chaque charge lui assure sa durée de vie prévue, souvent avec Arianespace, en raison de la précision d'injection. Eh bien, cette durée peut être augmentée de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Nous attendons l'extinction ESC. Extinction de l'étage supérieur. L'ESC donc maintenant est éteint, mais il continue à être sollicité. Tout de suite, la parole à nos confrères anglo-saxons, le très hollywoodien Joshua Jample et Pierre-Yves Bertin, chef de projet W3B. Début de la manœuvre d'orientation. W3B to get a word on how things are shaping up as we approach his satellite separation. Pierre-Yves, you down there? Pierre-Yves, t'es là?
Alors, parle-nous de la séparation. C'est une fin ainsi qu'un début, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est la fin de la mission lanceur et le début de la vie autonome du satellite. Avant de nous expliquer la séparation de W3B, peux-tu peut-être nous parler de sa position par rapport à l'étage supérieur? En fait, le satellite, c'est un cylindre de 1,2 mètre de diamètre. Il est fixé sur un adaptateur par une sangle qui vient l'encercler et le maintenir en place sur cet adaptateur. Très bien, très clair. Alors, parle-nous maintenant rapidement de la séparation. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui déclenche la séparation? En fait, la séparation se fait quand un système de découpe vient sectionner la sangle. Ainsi, le satellite quitte son adaptateur, poussé en avant par 8 ressorts. À ce moment-là, il y a 2 commutateurs qui sont activés et qui envoient au sol un signal de séparation. Et c'est précisément ce signal que nous attendons maintenant pour W3B. Okay, well, watch out for that. Thank you very much. Over now to Raphaël Moussalian for a word on what happens after separation. Dès la séparation, c'est notre site de Rambouillet qui prend le relais avec nos ingénieurs et le support de Thales. 6 jours plus tard, et après une série de manœuvres de circularisation, W3B déploiera son générateur solaire et ses réflecteurs avant d'atteindre l'orbite géostationnaire où nos ingénieurs réaliseront ces tests en orbite pour une mise en service en décembre 2010. Rappelons Thierry que nous sommes maintenant en phase balistique et que l'ESC, contrairement aux autres étages propulsifs, est toujours présent. L'ESC est nécessaire pour les différentes phases d'orientation du composite supérieur afin de déposer les charges utiles comme souhaité par les clients. C'est donc au SCAR d'entrer pleinement en action. Le SCAR, système de contrôle d'attitude et de roulis, va permettre l'orientation sur 3 axes de l'ensemble ESC et des passagers. Cela est réalisé par l'intermédiaire de 12 tuyères alimentées par le reste d'hydrogène non consommé à l'issue du vol ESC. Le calculateur de bord détermine quelle tuyère activer, ainsi que le temps d'action afin que le composite supérieur soit bien orienté pour l'injection du premier satellite. Il s'agit de W3B 5 tonnes 4 de haute technologie. Ce passager repose sur un adaptateur fabriqué par RUAG Aerospace. Il est maintenu par une sangle équipée d'un système de séparation de conception suédoise. Le moment voulu, cette sangle sera détendue par un moyen pyrotechnique et W3B s'éloignera lentement sous l'impulsion de 8 ressorts. Mais le vol ne sera pas achevé pour autant. Nous allons attendre justement cette première mise à poste de la soirée. Séparation du satellite W3B. Ça y est, W3B est déposé, pas de joie trop démonstrative. En attendant la mise à poste de BSAT 3B, c'est la tradition. Rappelons où il a été déposé, de W3B. W3B a été déposé à 1187 km d'altitude à une vitesse de 8,9 km par seconde. Il a été mis en spin longitudinal avec une vitesse de rotation de 1,5 degrés par seconde. Pour BSAT, l'altitude sera de 3354 km avec une vitesse de 7,5 km par seconde. Le vol n'est pas fini pour autant et c'est un vol double, vous le savez, comme très souvent avec Ariane 5. Un élément typiquement Ariane Espace, le SILDA, il va être présent pendant 8 minutes, on va le détailler. C'est un élément conçu pour abriter le deuxième satellite et arrimer le premier. Comme la coiffe, cet ensemble est fabriqué en matériaux composites, mais nous allons y revenir un peu plus tard. On découvre pour l'instant la mission justement de W3B. W3B offrira de nouvelles ressources orbitales pour les services de télédiffusion, de télécommunication et d'accès au haut débit. Basé sur la plateforme SpaceBus 4000 de Thales Alenia Space, W3B renforcera la capacité à 16 degrés Est, position phare pour les marchés de la diffusion en Europe centrale, orientale et dans les îles de l'océan Indien. Cette position est l'une des plus anciennes de Telsat, les satellites qui y sont stationnés étant en service continu depuis 1988. Elle compte désormais parmi les positions orbitales les plus importantes de la société pour la vidéo, avec plus de 400 chaînes desservant plus de 11 millions de foyers. Le satellite W3B de forte puissance balayera 4 zones principales de couverture. Une couverture de grande puissance en bande KU de l'Europe avec un faisceau centré sur l'Europe centrale, optimisé en particulier pour la réception directe dans cette région. Une couverture complète à travers l'Europe, comprenant l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie centrale, grâce à un faisceau en bande KU optimisé pour la vidéo professionnelle et les réseaux de données.
Une couverture en bande KU de l'Afrique subsaharienne et des îles de l'océan Indien pour des services de télécommunications et d'Internet. L'interconnexion avec l'Europe sera également possible avec la couverture africaine via une combinaison de fréquences en bande KA en Europe, en bande KU en Afrique. Un faisceau de forte puissance sur Madagascar et les îles de l'océan Indien pour les applications en réception directe. Le satellite W3C remplacera le satellite W3B à la position 16 degrés Est, qui rejoindra alors la position 7 degrés Est avec le satellite W3A. W3B, une capacité accrue pour la diffusion de services de télécommunications et à haut débit. Antoine, nous évoquions le SILDA, le système de lancement double Arianespace. De quoi s'agit-il? C'est un cylindre d'une hauteur de 6,4 mètres qui pèse environ 517 kg. Il est réalisé avec une structure nid d'abeille en aluminium entourée de 2 pots en carbone. Il permet le lancement double, la protection du satellite inférieur qui est encapsulé et l'arrimage de la charge utile supérieure, en l'occurrence ce soir W3B. Alors, BSAT-3B est bien protégé, mais pas pour autant isolé. Le SILDA comporte un répéteur passif permettant aux équipes satellites de vérifier le bon fonctionnement du second passager une fois que celui-ci a été hissé sur le lanceur. Alors tu le sais, c'est ma marotte, comment s'effectue cette séparation SILDA? Le composite va être réorienté pour que le SILDA éjecté ne vienne pas entrer en conflit avec les trajectoires des passagers. Puis, il y aura une nouvelle phase d'orientation afin d'injecter correctement BSAT-3B. Le système de séparation pyrotechnique étanche va être déclenché et 8 ressorts propulseront le SILDA loin du composite supérieur. Cet élément va connaître par la suite une lente dégradation de son orbite jusqu'à pénétrer dans l'atmosphère et se consumer. On peut dire que les lancements doubles, Antoine, grâce à ce système, constituent une spécialité d'Arianespace. Nous en sommes d'ailleurs au 45e lancement d'Ariane 5 avec passagers multiples. Prenons le temps à présent de découvrir dans le détail BSAT-3B. Lockheed Martin Commercial Space Systems et son client et partenaire BSAT Corporation ont l'honneur de vous présenter le satellite de télédiffusion BSAT-3B. Basé sur notre célèbre plateforme A2100, BSAT-3B sera situé à 110 degrés Est. Sa durée de vie nominale est de 15 ans. La charge utile de communication de BSAT-3B est composée de 12 canaux de 130 watts en bande KU, dont 8 fonctionnent simultanément. C'est le 12e satellite de la classe 1 à 4 watts dont la construction a été confiée à Lockheed Martin. BSAT-3B est le 37e satellite commercial de la série des A2100, remarquable plateforme dont l'excellence est reconnue dans le monde entier. La souplesse et la modularité inégalée de la plateforme 2100 permettent à Lockheed Martin CSS de desservir aussi bien le marché commercial pour les services fixes et de télédiffusion que le marché gouvernemental pour les communications militaires sécurisées. Grâce à sa conception modulaire et évolutive, la plateforme A2100 peut recevoir une vaste palette de charges utiles de télécommunications. Cette modularité lui permet aussi de mettre en orbite des missions de navigation en orbite moyenne et des missions d'observation de la Terre en orbite géostationnaire. Lockheed Martin permet ainsi à sa clientèle d'obtenir le meilleur retour sur leurs investissements dans les systèmes de communication par satellite. Grâce à un demi-siècle d'excellence dans le domaine spatial, Lockheed Martin est reconnu aujourd'hui dans le monde entier pour la qualité exceptionnelle de ses compétences dans tous les domaines. Technique, bureau d'études, construction, opérations, services après-vente. La performance en orbite de la plateforme 2100 est telle que les assureurs la placent au tout premier rang et son taux d'anomalie en orbite se situe parmi les plus bas jamais enregistrés. Vous pensez satellite? Pensez d'abord Lockheed Martin.
Je me tourne de nouveau vers le bocal pour le deuxième entretien, cette fois avec Luca Chiacchio, qui est le chef de projet Arianespace pour BSAT 3B. Tu nous entends, Luca, je pense? Luca, on te voit bien. Alors, à 4 minutes de la séparation de ton satellite, ma première question est quelle est l'ambiance là-bas? Est-ce que tu peux nous la décrire? Ici, au centre de contrôle Jupiter 2, chacun se concentre sur son travail. Bien sûr, la séparation de W3B s'est bien passée, mais on peut sentir une tension certaine encore à mesure qu'on approche de la séparation de BSAT 3B. Nous avons déjà parlé avec ton collègue Pierre-Yves qui parlait du W3B. C'était avant la séparation de son satellite. Il nous a expliqué rapidement de quoi il s'agit techniquement. J'aimerais que tu nous parles du passé, c'est-à-dire ce qui s'est passé pendant la campagne. En fait, grâce à l'effort de toutes les équipes, que ce soit les équipes clients ou les équipes lanceurs, eh bien, la campagne s'est passée de façon très calme, même si une campagne de lancement est toujours très intense. C'est bien grâce à l'efficacité de ces équipes très professionnelles que ce lancement est possible. Je pense que tu as déjà travaillé avec Lockheed Martin, n'est-ce pas? En fait, non, c'est la première fois et j'ai été très impressionné par leur façon très efficace de gérer un programme depuis la préparation jusqu'à la campagne de lancement. Et la prochaine pour toi? Je suis chef de projet pour un projet sur le prochain tir. À novembre. Merci à Luca et bonne chance. Séparation du système de lancement double Ariane. Le SILDA est largué, plus de demi-tonne en moins sur le composite supérieur. Performance demandée pour BSAT 3B. Altitude 3354 km et vitesse 7,5 km par seconde. Cette dépose n'est pas définitive. Les deux satellites vont effectuer encore un bout de chemin avant de se mettre au travail. Leur course est elliptique et ils vont effectuer plusieurs rotations autour de la Terre pour s'en éloigner et être positionnés au final à leurs apogées respectives. La mise à poste de BSAT, c'est pour très bientôt. Nous allons voir les explications à l'instant. Nous allons d'abord procéder aux manœuvres nécessaires à la mise à poste du satellite. Ensuite, pendant les semaines qui suivent, des essais fonctionnels seront effectués pour s'assurer de son bon fonctionnement. Enfin, nous transférons les responsabilités du satellite à BSAT début décembre. Alors, comment va être séparé, décidément, c'est ma marotte, BSAT? Le satellite est installé sur un adaptateur fabriqué par CASA. Là encore, il est sanglé. La sangle va être détendue grâce à un dispositif pyrotechnique à faible choc et une fois de plus, des ressorts, au nombre de 6 cette fois, vont écarter lentement BSAT 3B. Ce qui ne saurait tarder. Séparation du satellite BSAT 3B. Voilà qui est fait. C'était donc le vol 197. Beaucoup de joie ici donc dans la salle Jupiter. Longue route à W3B et BSAT. Il s'agissait du 4e vol de l'année. Un grand merci à Eutelsat. Et comme on dit, domo arigato à BSAT pour votre confiance. Pour ce 39e vol consécutif, un succès d'affilée pour Ariane 5, le vol n'est pas achevé pour autant. Ce qui reste du composite supérieur va être passivé, vidé de ses ergols résiduels et désorbité afin de finir sa course contre l'atmosphère en se consumant. Les places sont chères en orbite, autant ne pas laisser les occuper avec des objets inertes, d'où cette ultime phase qui est en sorte une phase de nettoyage et qui assure également la protection des passagers largués et de ceux déjà mis en orbite par le passé. Antoine, comment vont se dérouler les premières heures et les premiers jours des deux satellites? Tout d'abord W3B. Le déploiement partiel des panneaux solaires sera effectué à J+1. À J+5, le satellite sera effectivement à poste. Enfin, fin de déploiement des panneaux solaires, puis débutera toute une batterie de tests afin d'être prêt à démarrer la mission de W3B. On va découvrir justement dans quelques instants le décollage à nouveau.
Voilà, en salle Jupiter, tout le monde s'étreint, se serre la main, beaucoup de sourires, une bien belle mission ce soir pour W3B et BSAT 3B. Nous attendons les déclarations officielles d'ici une poignée de secondes. Donc nous avons passé une bonne cinquantaine de minutes, une petite cinquantaine de minutes, pardon, ensemble. On va, après ces déclarations, vous retrouver pour un petit mot de conclusion. Signalons, Antoine, que BSAT 3C est déjà en construction chez Lockheed Martin et que c'est Arianespace qui aura la charge de le mettre, tout comme son successeur, sur orbite. Voilà, on patiente encore, on s'affaire pour les déclarations. Je vois que la tradition est respectée, la tradition de distribution des cigares. Un temps, pour des raisons que l'on peut aisément comprendre, elle avait disparu, mais là, elle est bien de retour. Échange de cigares entre les différentes équipes. Donc, cela fait plaisir à voir toute cette joie, alors que Jean-Yves Le Gall s'approche. Comme vous venez de le voir, ce 53e lancement d'Ariane 5 vient de placer sur leur orbite de transfert géostationnaire W3B et BSAT 3B. Et naturellement, je m'en réjouis. Il s'agit ce soir du 39e succès d'affilée d'Ariane 5. Et depuis le début de 2010, nous avons déjà lancé 8 gros satellites de télécommunications, ce qui est plus que tous nos concurrents réunis. Le lancement de ce soir, d'ailleurs, était le 100e vol réussi du moteur HM7 qui équipe l'étage supérieur ESCA, puisque ce moteur équipait aussi le lanceur Ariane 4. Et pour les amateurs de statistiques, cela correspond à 35 heures de fonctionnement en vol. En général, quand on parle de 35 heures, on parle d'autres choses, mais là, c'est donc 35 heures dans l'espace et 325 millions de tours de la turbopompe hydrogène depuis son origine. Je propose donc d'applaudir les responsables de ce moteur. Même s'ils ont tourné 325 millions de tours, on ne va pas perdre la tête pour autant. Voilà. Mais applaudissez-les parce qu'ils le méritent. Pour revenir à des choses plus sérieuses, nous avons aussi lancé la semaine dernière avec Soyouz à Baïkonour, mis en œuvre par nos amis de Starsem, 6 satellites pour une constellation, ce qui démontre la pertinence, l'efficacité et la disponibilité de notre gamme de lanceurs. Je veux donc d'abord saluer très chaleureusement nos clients, et en particulier vous tous qui êtes revenus d'Europe et du Japon pour assister à ce nouveau succès ici au Centre spatial guyanais. W3B est le 25e satellite que nous lançons pour Eutelsat. Je veux donc remercier nos amis, messieurs Giuliano Beretta, qui est à Toucan en ce moment, monsieur Michel de Rosen, pour la confiance que vous nous témoignez et à laquelle nous sommes particulièrement sensibles. Avec ce nouveau succès, c'est maintenant près de la moitié de la flotte d'Eutelsat qui a été lancée par Arianespace, ce qui illustre la relation privilégiée et les liens qui unissent nos deux sociétés. D'ailleurs, le contrat pour le lancement du W3B a été signé il y a moins de 9 mois, ce qui démontre notre imagination et notre engagement pour trouver des solutions lorsque nos amis en ont besoin. Je souhaite aussi féliciter nos amis de Thales Alenia Space qui ont construit W3B et qui ont la satisfaction de voir l'un de leurs satellites de nouveau mis en orbite par Arianespace. BSAT 3B, quant à lui, était le 41e satellite construit par Lockheed Martin et confié à Arianespace, et c'est aussi la 7e fois que nous lançons un satellite appartenant à BSAT. Je veux donc dire à nos amis, messieurs Joe Rickers et Kazuo Takenaka, à quel point nous apprécions la confiance qu'ils nous ont une fois encore renouvelée. Je profite pour saluer mon ami monsieur Nagai qui nous a rejoints. Le Japon est l'un d'ailleurs des partenaires majeurs de notre société. Sur un total de 36 satellites japonais, nous avons signé des contrats pour le lancement de 27 et depuis quelques années, nous avons au Japon une part de marché de 100%. C'est pour ça que j'ai le plaisir de visiter fréquemment l'archipel nippon et chaque fois de revenir avec un contrat.
Et les succès comme celui de ce soir, eh bien, ils vont continuer, puisqu'après ce lancement, notre carnet de commandes compte encore 30 satellites et 6 ATV à lancer, soit 21 lancements d'Ariane 5 et 17 lancements de Soyouz. Je voudrais donc rendre hommage à tous ceux qui contribuent à cette réussite remarquable. Tout d'abord, aux États membres de l'Agence spatiale européenne et à l'Agence spatiale européenne, à l'exécutif de l'Agence européenne, pour le soutien qu'ils apportent au secteur des lanceurs et pour la réactivité, je crois qu'on peut parler vraiment de réactivité, dont ils font preuve pour la mise en place des programmes d'accompagnement de la production Ariane. Et sans cette réactivité, je peux vous dire que les lancements comme celui de ce soir, eh bien, seraient beaucoup plus difficiles. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de nos partenaires industriels qui produisent le lanceur, dont je salue l'effort entrepris pour garantir la qualité des matériels produits et assurer des lancements parfaits, ce qui est exactement ce que souhaitent nos clients. Je souhaite enfin remercier les équipes du CNES, en métropole comme ici au Centre spatial guyanais, et toute l'équipe opérationnelle d'Ariane Espace, dont le professionnalisme, l'engagement et surtout la compétence unique garantissent la ponctualité et le succès des lancements. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce 4e lancement de l'année arrive un peu tard parce que l'année est déjà bien entamée, mais elle n'est pas finie pour autant puisque nous avons encore un 5e et un 6e devant nous. Mais je vais donc à présent passer la parole à nos clients. Pour W3B, M. Michel de Rosen pour Eutelsat et Emmanuel Grave pour Thales Alenia Space. Et pour BSAT 3B, M. Joe Rickers pour Lockheed Martin et M. Kazuo Takenaka pour BSAT. Voilà, merci. Merci Jean-Yves. Moi, mon premier mot, c'est de dire ouf. Parce que quel beau moment et quel soulagement quand on voit que tout est nominal, aussi parfaitement nominal. Je veux évidemment remercier Ariane Espace. Il a été rappelé aujourd'hui que ceci est le 25e lancement réalisé par Ariane Espace pour Eutelsat. Songez que ceci représente 2 siècles et demi en orbite, déjà, 2 siècles et demi en orbite, au service évidemment de nos clients. Je veux remercier aussi Thales Alenia Space. C'est le 18e satellite construit par Thales Alenia Space pour Eutelsat, et c'est un satellite magnifique, compliqué, flexible, qui va rendre de grands services, là encore, aux clients. Évidemment, la mission, cher Jean-Yves, la mission de Ariane Espace au service de ce satellite vient de se terminer. La mission d'Eutelsat commence. Je pense en ce moment à mes collègues, à nos collègues de Rambouillet, qui ont devant eux 11 jours et 11 nuits de travail pour mener le satellite maintenant à bon port. Mais évidemment, je sais qu'ils auront à cœur de faire aussi bien qu'Ariane Espace. Ils auront ceci à cœur parce qu'ils ont ça dans leur gène, dans leur culture, parce qu'ils sont passionnés et professionnels, et parce qu'ils savent que les clients attendent. Nous avons pour ce satellite des clients du Cap Nord au Cap Sud, au Cap de Bonne-Espérance, qui vont, grâce à ce satellite, avoir accès à des services de télévision et aussi à du haut débit. Et donc, c'est à ces clients que je veux dire aussi merci pour la confiance qu'à nouveau, ils font à Eutelsat. Et mon dernier mot, c'est pour dire que je vous invite tous à venir faire la fête à l'Hôtel des Roches à Kourou. Cet événement le mérite bien. Merci Jean-Yves. Merci Michel. Bon, c'est toujours un grand jour et un grand succès que réussir un lancement. Jean-Yves rappelait le nombre de satellites et le nombre de lancements faits cette année. Nous avons contribué à 6 programmes de satellites de communication cette année 2010 lancés sur Ariane 5. Et il y a eu la semaine dernière le lancement de notre ensemble de 6 satellites sur Soyouz, aussi sous la responsabilité d'Ariane Space. Félicitations aux équipes d'Eutelsat et de Thales Alenia Space qui ont beaucoup travaillé
pour réussir à obtenir aujourd'hui ce succès, dans un planning tendu. Alors nous sommes très engagés à continuer à réussir notre partenariat de long terme avec Eutelsat. Et Michel, pour vous, vos équipes, votre société et vos clients, nous vous souhaitons de nombreux succès. Alors je terminerai en pensant à nos amis invités aujourd'hui de Yasat et de Koreasat. Et bien, nous continuons à travailler pour réussir fin d'année le lancement de Koreasat, pour Koreasat, et en début d'année prochaine, le lancement pour Yasat. Merci. D'abord, je voudrais saluer tous ceux qui sont ici et qui ont pu venir assister à ce lancement, tous ceux qui ont participé à ce succès, tous ceux qui nous ont invités ici. Je crois qu'on a fait preuve de l'excellence technique des différentes équipes qui ont rendu possible cette étape majeure. C'est un lancement très important pour Lockheed Martin, c'est le 41e pour nous, et vraiment, je crois que ça représente énormément de compétences ici autour de nous. Vous savez, on a toujours l'estomac un petit peu noué quand on assiste à ce type de lancement. On se fait quelques petits soucis et puis finalement, on se rend compte que tout se passe bien et on peut respirer et effectivement faire ouf, nous aussi. Et je crois qu'on ne peut que féliciter tous ceux qui ont participé à ce succès. Merci à notre client, BSAT, merci à NHK. Je leur ai déjà dit hier que c'est un grand plaisir que de travailler avec eux. Merci aux équipes de Lockheed Martin aussi. Ils ont travaillé depuis plusieurs endroits. Et bon, il y a aussi beaucoup de gens qui sont venus travailler jusqu'ici. Pour nous, ce qui est important, c'est l'excellence opérationnelle. C'est un petit peu notre motto chez Lockheed Martin. Et je crois qu'on en a bien fait la preuve avec la construction du satellite et avec cette campagne de lancement. Je crois que ce qui est important, c'est que tous ensemble, on ait rendu ce succès possible. Et je veux dire que je suis vraiment très heureux ce soir. Alors, que dire de l'avenir? D'ici mardi, on va déployer les panneaux solaires du satellite, on va faire les essais en orbite et début décembre, nous allons transférer le satellite entre les mains de notre client. On vient de dire que le calendrier était un peu serré, bien je crois que nous avons aussi bien montré qu'on était capable de travailler un petit peu dans le cadre d'un calendrier serré. Alors nous souhaitons longue vie à BSAT 3B. Nous allons travailler pour faire en sorte qu'il soit un succès sur la totalité de sa durée de vie. Et je voudrais donner la parole maintenant à M. Takenaka qui va vous adresser quelques mots. Thank you, Mr. Rickards. Merci beaucoup, M. Rickards. D'abord, permettez-moi de féliciter tous ceux qui ont rendu ce succès possible. Merci à nos collègues de Telsat, merci à nos collègues de Thales Alenia Space également. Je veux dire que pour moi aussi, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. En effet, nous avons assisté à un succès pour notre satellite. Nous avons confié BSAT 3B à Ariane 5 et c'est un succès de plus qui est enregistré ce soir. Et je voudrais dire à M. Le Gall combien j'apprécie la compétence de ses équipes. Je voudrais aussi remercier tout le personnel d'Ariane Espace qui s'est vraiment investi un maximum pour faire de cette mission un succès. Dans mon pays, le Japon, nous desservons plus de 90 millions de foyers en télévision directe. BSAT 3B va jouer un rôle capital pour aider encore à mieux desservir ses clients. Ainsi, des millions de Japonais supplémentaires pourront recevoir la télévision dans les années à venir. Je pense que nous allons, au Japon, aussi bien qu'ici, fêter ce grand événement.
Je voudrais d'ailleurs saisir l'occasion qui m'est offerte pour vous dire à tous combien je voudrais remercier et féliciter M. Rickards et toutes les équipes de Lockheed Martin. Ils se sont vraiment beaucoup investis dans ce projet. J'attends maintenant une réception parfaite des signaux du satellite avec grande confiance. Et enfin, et peut-être surtout, je voudrais remercier chacun ici, chacun de ceux qui sont venus assister à ce lancement et partager la joie de ce succès. Merci à tous. Très bien, donc comme je vous l'ai dit, nous avons encore 2 lancements d'ici la fin de l'année. Le prochain, dans 4 semaines en fait, le 25 novembre, jeudi 25 novembre, nous lancerons Intelsat 17 pour Intelsat et ILAS 1 pour l'opérateur britannique Avanti. Voilà, merci. Vous avez vu une fois encore un lancement parfait. Vous avez vu des clients contents. Donc je crois qu'il y a tout lieu de se féliciter de cette soirée. Et donc rendez-vous exactement dans 4 semaines pour de nouvelles aventures. Merci. Eh bien, rendez-vous donc en novembre, 24 novembre, pour le prochain lancement. Félicitations à toutes les équipes. C'est à eux que nous devons ce succès. Ce n'est pas faux. Eh bien Thierry, ce fut un réel plaisir. Je vous propose de fêter cette réussite avec une petite partie de cul de chouette. Gaélique ou calédonienne? Comme il vous siera, Thierry. Eh bien écoutez, merci à vous, puisque j'ai le choix. Merci de nous avoir suivis en cabine, commentateur français Antoine Courtois et Thierry Bouvard. À tout bientôt. Everything on board is nominal as normal, says the DDO, at 18:51 local time and right on time. Ariane began her mission. We're having better visibility than I thought we did.